Alors, l'exercice suivant, c'est une molécule anti-inflammatoire de nouvelle génération. Alors, on va retrouver un peu la même chose, hein. Des traitements d'affections chroniques comme l'arthrose, la polyarthrite rhumatoïde conduisent souvent à la prescription de médicaments anti-inflammatoires. Cependant, la prise régulière d'un anti-inflammatoire n'est pas sans conséquence. Elle peut conduire, hein, à des douleurs gastriques, voire à des lésions sévères comme des ulcérations ou des perforations de la muqueuse de l'estomac. Des molécules anti-inflammatoires de deuxième génération, comme le celecoxib, sont utilisées depuis plusieurs années. L'usage de ces molécules n'exclut pas le risque de complications, mais elles semblent globalement mieux tolérées par les patients. Vous voyez, j'ai souligné déjà quelques mots, hein, ça c'est important lorsqu'on lit un nouvel exercice. Le plus important étant de bien se concentrer sur la question à partir de la mise en relation des informations dégagées des documents et de vos connaissances. Il faut toujours mettre des connaissances, j'insiste. Expliquer comment le celecoxib présente une action anti-inflammatoire tout en préservant les patients traités des douleurs gastriques. D'accord? Donc il y a deux points à faire. Montrer que c'est un anti-inflammatoire, donc pour ça, il faut rappeler ce que c'est que l'inflammation, et montrer que ça diminue les douleurs gastriques. Alors, vous avez en document numéro 1 le modèle d'une réaction enzymatique. Alors, ce sont des documents du bac et moi j'avoue que ça peut poser problème parfois, mais c'est comme ça, donc faut passer du temps. En fait, ça se lit de gauche à droite. Une enzyme, alors on l'a largement vu pour les élèves de spécialité, on ne l'a pas forcément travaillé en cours, mais dans l'exercice 1, je vous ai parlé de la protéine COX, hein, qu'on va revoir d'ailleurs. Eh bien, c'est une enzyme. Alors, c'est quoi une enzyme? Une enzyme, c'est une molécule. On vous a fait ici la forme de cette molécule, complètement schématique, hein. Et elle va agir sur une autre molécule qu'on appelle le substrat. Elle agit sur une zone particulière, non pas sur la totalité de la molécule substrat, mais juste sur une partie. Et cette partie, elle va s'emboîter dans une zone qui, comme un puzzle, va permettre l'emboîtement. Cette zone, c'est ce qu'on appelle le site actif. Donc le site actif de l'enzyme, voilà ce que c'est. Donc ça va faire comme un puzzle, lorsque l'enzyme entre en contact avec son substrat, il y a une sorte d'emboîtement, hein, au niveau de ce qu'on appelle le site actif. Donc c'est ce qu'on appelle cet état transitoire un complexe enzyme-substrat. Sous cette forme, l'enzyme va modifier le substrat. Alors elle peut le couper, elle peut modifier légèrement sa forme. Et à la fin, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, l'enzyme, elle est libérée et elle reste complètement inchangée. Elle va pouvoir à nouveau travailler sur un autre substrat, alors que notre substrat de départ, eh bien, vous voyez, c'est plus exactement le même, hein, et du coup, on appelle ça un produit, hein. C'est une autre molécule et on a schématisé ça par une forme différente. D'accord? Donc voilà, pour réaliser la fonction, l'enzyme s'associe au niveau du site actif, hein. Ça forme un complexe enzyme-substrat et notre enzyme à la fin, elle est régénérée. Donc il faut bien comprendre ça euh, pour la suite de l'exercice. Alors, la suite de l'exercice va faire intervenir des choses qu'on a déjà vues. On a vu ensemble dans l'exercice précédent l'enzyme COX-2. Eh bien, cet exercice, hein, je l'ai mis en deuxième puisqu'il est un peu plus précis. Il vous parle aussi d'une enzyme COX-1 et la production de prostaglandine. Alors, le document tel qu'il est pris, les prostaglandines sont des molécules qui sont fabriquées lors de la réaction inflammatoire. Alors, on peut mettre éventuellement en connaissance, hein, qu'est-ce qui va produire les prostaglandines? Eh bien, les cellules de l'immunité, d'accord? Par exemple, les macrophages. On distingue deux types de prostaglandines. Alors là, c'est quelque chose qu'on n'a pas du tout vu en classe, d'accord? Cet exercice vous permet de bien comprendre. On va avoir les prostaglandines de type 1 et puis les prostaglandines de type 2. Le point de départ, suite au premier exercice, ça ne vous choque pas, c'est un lipide membranaire qu'on appelle l'acide arachidonique. Donc si la molécule COX-1
agit sur le substrat arachidonique, ça va donner une prostaglandine de type 1, dont les effets, eh bien, pour le type 1, ça va sécréter un mucus qui va avoir un rôle protecteur des muqueuses digestives, et notamment de l'estomac. Alors que si c'est l'enzyme COX-2 qui va agir sur l'acide arachidonique, eh bien ça va donner une prostaglandine de type 2. Hein, voilà le constat qu'on peut faire. Et c'est cette prostaglandine de type 2 qui entraîne les symptômes douleur et fièvre, donc des symptômes de la réaction inflammatoire. Donc c'est ce qu'on appelle des voies de synthèse de la prostaglandine de type 1, voie de synthèse de la prostaglandine de type 2. Donc vous voyez, il faut passer du temps sur ce document. Alors, maintenant, eh bien, revenons à l'exercice et regardons un petit peu comment le médicament célécoxib va agir sur l'activité de l'enzyme COX-2. Alors on évalue ce qui est fait, on évalue par le suivi de groupes volontaires les effets de la prise quotidienne de célécoxib sur l'enzyme, sur l'activité de l'enzyme COX-2. Le document ci-dessous prend des résultats obtenus le premier jour et le 8e jour de traitement. Alors, pendant 6 heures à partir de la prise du traitement. Donc, on a ici la prise de traitement, jour 0, et on regarde ce qui se passe pendant 6 heures. D'accord? Donc, à chaque fois, de 0 à 6 heures. Là, nous sommes le premier jour du traitement, et là, le 8e jour du traitement. D'accord? Donc, ça, c'est important de bien voir. Le traitement, je rappelle, c'est de prendre le médicament célécoxib. Et je le rappelle aussi, on regarde l'activité de l'enzyme COX-2. Alors, qu'est-ce qu'on constate? 100%, c'est lorsque l'enzyme a une activité maximale, ça veut donc dire elle réalise facilement un complexe enzyme-substrat. Donc au tout début de l'expérience, elle fonctionne très bien. Et puis dès qu'on prend notre médicament célécoxib, on constate qu'il y a une chute. On passe de 100% à 40%, ça monte à 60%, ça diminue à 50%. Et puis, plus les jours passent, plus on constate que l'activité de l'enzyme va être faible, va être plus faible, inférieure à 40%. D'accord? Voilà les chiffres. On n'oublie surtout pas de mettre des chiffres lorsque on travaille sur des graphiques. D'accord? Donc, la prise quotidienne de célécoxib va avoir un effet de diminuer l'activité de l'enzyme COX-2. Donc, elle est moins efficace. D'accord? Alors, ça, c'est la première déduction. On attaque maintenant le document 3. Les interactions moléculaires entre le site actif des enzymes COX-1 et COX-2, leur substrat et la molécule de célécoxib. On va voir un petit peu comment tout ça s'interagit. L'acide arachidonique est capable de se fixer sur les sites actifs des enzymes COX-1 et COX-2. Donc ça, c'est quelque chose qui ne vous choque pas, puisque c'est ce qu'on a mis ici. D'accord? L'acide arachidonique, c'est le substrat de COX-1 ou alors c'est le substrat de COX-2. Donc sans surprise, si on reprend notre schéma de départ, en gris foncé, vous avez l'acide arachidonique, et puis là, vous avez soit COX-1, soit COX-2. Et donc au niveau du site actif, ça se fixe. Pas de problème, ça c'est déjà compris. Cette interaction rend possible la transformation. Les études montrent que le célécoxib est également susceptible de se fixer durablement sur le site actif de l'enzyme COX-2. Hop. Et par contre, le célécoxib s'associe très difficilement avec le site actif de l'enzyme COX-1. C'est-à-dire, si je reprends mon schéma ici, et que je considère que on a ici l'enzyme COX-2, la voici, d'accord? Eh bien, on est en train de vous dire que le médicament qui s'appelle, j'ai du mal, le célécoxib, voilà, célécoxib, c'est un truc comme ça, eh bien, il se fixe ici.
D'accord? Il se fixe pile poil dans cette zone. Et donc on comprend bien ce qui se passe. Lorsque notre médicament, je vais faire une sorte de pomme de terre, non c'est pas une pomme de terre, c'est un thé, voilà. Bref. Lorsqu'il se fixe là, eh bien, notre substrat qui est l'acide arachidonique ne peut plus se fixer, tout simplement, et donc notre agine COX-2 ne peut plus agir, ne peut plus avoir d'effet sur le substrat. Donc vous voyez à quel point ça fonctionne bien, ce médicament, il empêche finalement COX-2 d'agir sur l'acide arachidonique. Et donc, plus production de prostaglandine du type 2, et donc, eh bien, le signal de la douleur n'existe plus, ou quasiment plus. Voilà un effet très simple à mettre en évidence. Alors, pour finir, le document 4, comparaison des effets de l'ibuprofène et du célécoxib sur l'activité des enzymes COX-1, COX-2. Tout comme le célécoxib, l'ibuprofène est une molécule à effet anti-inflammatoire. Donc là, je fais de référence à votre cours, hein. Mais l'ibuprofène est un anti-inflammatoire de première génération. Son utilisation prolongée peut être à l'origine de troubles gastriques. D'accord? Donc ça, c'est important. On détermine en laboratoire la concentration de molécules anti-inflammatoires nécessaires pour diminuer l'activité des enzymes COX-1 et COX-2 de 50%. Alors, voilà, ce document, il peut paraître compliqué, il ne l'est pas, il faut y passer du temps, et j'insiste, hein, c'est la difficulté de ces exercices de type bac, il ne faut pas baisser les bras, il faut prendre le temps de bien lire ça. Alors, donc, ici ça montre CLX, c'est la concentration de molécules dont on a besoin pour réduire l'activité de COX-1 de 50%. CLX COX-2, la même chose. Combien il me faut de molécules pour diminuer l'activité de 50%? Alors, lorsque on a de l'ibuprofène, eh bien, en micromol de COX-1, excusez-moi, on prend de la molécule anti-inflammatoire ibuprofène, il me faut 9 unités arbitraires pour diminuer de 50% l'activité de COX-1. Et puis, il faut exactement la même quantité de célécoxib pour diminuer de 50%. Donc on voit que finalement, sur COX-1, célécoxib a les mêmes effets d'un point de vue dosage sur l'enzyme COX-1. Par contre, hop là, je suis désolé, moi ça a été coupé. Sur COX-2, eh bien, il me faut une faible quantité de célécoxib pour que l'activité de COX-2 soit diminuée de 50%. Alors qu'il faut beaucoup plus d'ibuprofène pour limiter l'activité de COX-2. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que dès qu'on prend un peu de célécoxib, et pas beaucoup, eh bien, on va avoir un effet sur la douleur qui va diminuer de façon plus intense qu'avec l'ibuprofène. L'ibuprofène, il faut beaucoup plus de molécules pour avoir les mêmes effets par rapport à la douleur. Et donc du coup, ce qui est important aussi, c'est qu'à 0,9 unités de célécoxib, eh bien, je vais avoir une activité de ma COX-1 qui va être très très peu inhibée. Et je vous rappelle que c'est intéressant de ne pas trop inhiber l'activité de COX-1, puisque si j'inhibe pas mon activité de COX-1, eh bien je vais produire de la prostaglandine de type 1, et donc ça va avoir un rôle protecteur sur notamment l'estomac. Voilà. Donc si je résume, notre célécoxib va avoir un effet, hop, en se fixant sur COX-2, elle va empêcher, hop, elle va empêcher la synthèse de prostaglandine de type 2. Et puis par contre, eh bien, comme il va y avoir un dosage qui ne va pas être important, eh bien au final, même si ça va avoir un tout petit effet sur la diminution de COX-1, cet effet sera quasiment inexistant. Donc on n'aura plus mal, mais on aura toujours fabrication de mucus qui protège la muqueuse digestive. Voilà.